Bonsoir. 49 soldats ivoiriens arrêtés dimanche 10 juillet 2022 à Bamako. Que faisaient ces hommes dans la capitale malienne? Pourquoi ont-ils été mis aux arrêts? Eh bien, on revient sur cette affaire dans notre petit débat. Mélissa Djedje, elle nous rejoindra ensuite pour la chronique juridique. Que dit la loi? Aujourd'hui, elle nous entretiendra, j'y arrive, sur l'homicide involontaire. Et en deuxième partie de l'émission, nous recevrons le journaliste écrivain Serge Billet, qui nous parlera de ce souper au Trocadéro. Son livre, le tout prochain, apparaître et on en parlera. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre Live Talk. Le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, on est très heureux d'être en votre compagnie. Oui, vous vous posez certainement des questions sur mes lunettes. Je ne les ai pas parce que... C'est bizarre. Oui, ça fait tout bizarre. Et même pour moi. Bon, je les aurai demain. Voilà, l'opticien m'a confirmé que je les aurai demain parce que je les ai cassés. Voilà, la vérité, avant que Madame Bleu... Qu'est-ce que tu faisais pour les casser? Bonsoir Madame Bleu. Bonsoir Brissano. C'est du bleu nuit. Oui, du bleu profond. Très bien. J'ai inventé ça, oui. Ouais. Un néologisme. Nuit, ça suffisait. Ouais, franchement. C'est jamais aller en profondeur en général aussi. Voilà, Une nuit profonde alors. C'est le cas de le dire. Bonsoir Alain. Bonsoir Brice, comment ça va? Vous allez bien là? Oui, ça va, ça Vous va. êtes en forme, je le sais. Oui, merci. Ça a commencé tout de suite là directement. Réna ici, Bonsoir Brice. salade de fruits. Plus de blagues sur les vêtements. Tu sais, j'ai voulu me retenir, mais C'était... salade de fruits. Ouais. Tu veux un fruit? Ouais. Après, ouais. Après. En tout cas, on est bien encadré ce soir. On est très heureux d'être... C'est moi qui ai du mal à me retenir. On a été très heureux durant tous les rendez-vous. Mais c'est normal, on se rapproche des vacances en même temps. Et on a déjà la tête, une partie de la tête dans les vacances. Bon, je crois que les choses sont en train d'être faites. Et à ce propos, je préfère vous rassurer que Live TV prévoit de grandes et belles choses pour ces vacances. Et Un programme très intéressant. Très intéressant, très alléchant, c'est le cas de le dire. Ouais. Allez, on fait notre petit débat juste après ce qui suit. Générique, le retour. Ça vous fait plaisir, exactement, Alain, parce qu'on n'avait pas de générique depuis un moment. Il est de retour, le générique. Notre petit débat concerne ces 49 soldats ivoiriens qui sont depuis le dimanche 10 juillet aux mains de l'armée malienne. Qu'est-ce qui a conduit à cette situation? Comment évolue-t-elle? On en parle. Qu'est-ce qui se passe avec nos soldats et les troupes bleues? Donc depuis ce dimanche après-midi, l'armée malienne, les autorités maliennes ont décidé de garder nos militaires. Selon les informations qui ont été transmises et selon le communiqué donc, de l'État, du responsable, le porte-parole du gouvernement de transition, le colonel Abdoulaye Maïga, j'y arrive, les 49 militaires ivoiriens interpellés à l'aéroport de Bamako sont considérés comme des mercenaires. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils auraient atterri donc, avec 2 aéronefs à l'aéroport Modibo Keïta du Mali. Et il se trouverait qu'ils n'avaient pas, selon les informations transmises par les autorités maliennes, ils n'avaient pas d'autorisation, ils n'avaient pas de manifeste de vol et ils étaient en possession d'armes lourdes, de munitions de guerre, en tout cas selon le communiqué du porte-parole du gouvernement de transition. Et ce qui, depuis quelques heures, est en train de créer un véritable incident diplomatique. En conséquence, les autorités maliennes ont interpellé donc ces 49 soldats. Parce que ce que vous ne dites pas, c'est que dans le communiqué, il est également dit qu'après investigation, ils se sont retrouvés avec des éléments des forces spéciales qui auraient des passeports. Portant des métiers qui n'ont rien à voir, en tout cas c'est toujours dans le conditionnel, qui n'ont rien à voir avec leur métier de militaire. En tout cas, c'est pas conditionnel puisque le soldat malien qui a de façon spéciale, qui a quand même lu le communiqué, évoquait donc derrière tout ça une forme de déstabilisation. Ils ont été, en tout cas selon les termes utilisés, ils sont considérés comme des mercenaires. Je trouve que le terme est venus pour déstabiliser l'État malien. Et en fait, c'est pour un retour à l'ordre constitutionnel. Ça, c'est important qu'on le souligne. Alain, alors, du côté d'Abidjan, on a réagi. Tout à fait.
et au plus haut sommet de l'État, puisqu'il s'est tenu cet après-midi une réunion du Conseil national de sécurité présidée par le président de la République. Et au cours de cette rencontre, les autorités ivoiriennes ont réfuté les accusations maliennes, indiquant notamment que ces soldats étaient en mission, dans le cadre d'une mission d'appui à une compagnie aérienne basée au Mali. Et elles ont également demandé la libération sans délai des 49 soldats ivoiriens détenus. Alors, ce que je voulais quand même rappeler, c'est que on dit que c'est la 8e... c'est le 8e contingent. Le 8e contingent qui se rend au Mali, mais le premier depuis les sanctions de janvier. Donc, ce n'est plus le même contexte. Or, vous savez très bien que le Mali et les autorités du Mali et leurs relais ont toujours accusé la Côte d'Ivoire d'être à la tête du comité des sanctions qui notamment a mis sous un régime drastique le Mali depuis le mois de janvier. Donc ce qui se produit aujourd'hui n'est pas du tout une surprise. C'est une forme de retour de bâton? Je pense que c'est un prétexte. Moi je parle là d'une prise d'otage quand même, voilà, de soldats qui sont allés en mission, et cette attitude est intolérable. Mais en même temps, il faut engager les actions qu'il faut pour préserver la qualité des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire, qui sont deux peuples frères, des relations séculaires. Et les régimes, les gouvernements passent, mais les peuples demeurent, et les pays également. Donc je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire, compte tenu quand même de sa position dans la sous-région, doit tenter de prendre le leadership, je crois, d'un rapprochement, peut-être envisager une délégation, un déplacement sur place de la ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Défense, aller à Bamako, discuter avec les autorités et revenir avec nos compatriotes au pays. Je vous assure, le communiqué du Conseil national de sécurité a exigé la libération immédiate et sans délai, en tout cas, de des soldats ivoiriens en captivité, c'est le cas de le dire, retenus donc au Mali. Donc le gouvernement ivoirien a exigé donc leur libération. Rihanna Assi? Oui, cette exigence prend tout son sens parce que jusque-là, on n'a aucune preuve que c'était effectivement une tentative de déstabilisation, que c'était effectivement des mercenaires qui venaient là pour en vouloir du mal au Mali. Donc il n'y a pas de raison qu'il reste pris en otage, comme tu le dis, ou sinon qu'il reste arrêté. Après, c'est vrai qu'il y a énormément... On a deux versions de l'histoire. Ça soulève énormément de questionnements. Est-ce que les procédures ont correctement été établies de la part des Ivoiriens jusqu'à l'arrivée sur le sol malien? Vous en parlez justement parce qu'il y a... il y a un manifeste, en tout cas une information, un document qui prouverait que les autorités ivoiriennes ont informé les autorités maliennes de la... 24 heures après. Sauf justement que la date... 24 heures après... La date pose problème, mais au-delà de ça, rien ne prouve que les autorités maliennes ont bien accusé de réception ou confirmé en tout cas la venue de ces soldats ivoiriens. Donc ça, c'est le premier questionnement que ça soulève. L'autre, c'est de se demander, mais finalement, qu'est-ce qui a tant dérangé les Maliens? Qu'est-ce qui les a tant interpellés? Parce que finalement, des mercenaires qui veulent du mal ne vont pas arriver de façon aussi pacifique, ne vont pas suivre un parcours aussi normal. Tout simplement à l'aéroport international, voilà, donc déposer leurs bagages et en plus venir avec des armes, des munitions de guerre et se poser avec deux aéronefs bien visibles des autorités maliennes. Donc d'un côté, il faut savoir si les Ivoiriens ont vraiment suivi le processus qu'il aurait fallu suivre, mais aussi est-ce que les Maliens n'utilisent pas ce prétexte pour justement enflammer un tout petit peu Je lis un peu les propos de Bernard Well donc, sur nos pages des réseaux sociaux qui nous dit c'est trop léger de la part des autorités ivoiriennes qui envoient donc des soldats sans ordre de mission, même s'ils ont l'habitude de partir là-bas. Parce qu'à un moment donné, on a pu imaginer que... une certaine habitude qui s'est installée. Voilà. Mais le contexte n'est plus le même. Et effectivement, il y a quand même de la... Il faut plutôt préciser sur ce point-là. Pourquoi il le dit? C'est parce qu'on parlait tout à l'heure de la date, parce que dans le document qui a circulé, en tout cas que nous avons aperçu, le document existerait, mais sauf quand on a regardé la date, le document daterait du 11, alors que c'est le 10. Pour une mission qui doit commencer la veille. Voilà, donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de maladresse. Dans le communiqué du Conseil national de sécurité, on disait justement, le communiqué disait que les autorités maliennes et des affaires étrangères ont eu copie du document en question. Sans préciser la date. Donc ils étaient informés. Oui, sans préciser la date. Non, je pense qu'il y a manifestement beaucoup de maladresse de part et d'autre. D'abord, du côté malien, de traiter de la sorte des soldats d'un pays frère et ami.
Et puis du côté ivoirien quand même, c'est d'abord l'absence de communication pendant 48 heures. Et ensuite, on fait fuiter des documents, notamment des documents diplomatiques, comme pour sous-tendre ou en tout cas appuyer des informations qui seraient en circulation. Moi, je pense qu'il faut peut-être remettre un peu les choses dans le bon sens. Voilà, il faut trouver une médiation. Oui. Hein, voilà. Et je pense Ça, c'est pour la fin. Au niveau mettre des fin à cette autorités crise-là. maliennes, c'est vrai, ils auraient peut-être certainement dû d'abord utiliser la voie de la diplomatie. Donc en informant, en échangeant au téléphone avec leur homologue ivoirien avant de rendre cette information publique en faisant une telle déclaration, ils auraient dû tout simplement demander des informations supplémentaires concernant la présence et l'arrivée de ce 8e contingent, les raisons de leur présence, même s'ils ont l'habitude de venir, et ça aurait pu se régler en tout cas, sans avoir à prendre la parole en public, tout simplement, et créer un incident diplomatique. Quand vous le dites comme ça, vous avez l'impression que c'est des personnes qui sont arrivées, mais le communiqué de l'État malien fait référence à deux éléments, moi, qui me font croire que ce n'est pas forcément une question de vice de procédure. Ils disent que vous avez des éléments des forces spéciales ivoiriennes qui arrivent sur un territoire avec de faux passeports. Des passeports contenant des métiers qui n'ont rien à voir avec le métier des armes. Déjà, il faudrait qu'ils puissent le présenter, le prouver. Oui, ça, c'est leur sinon, allégation. en tout cas, ce qu'ils disent, c'est c'est leurs allégations. Voilà. Pour dire, ce n'est pas un contingent qui est arrivé, mais qui n'a pas son ordre de mission, donc on a le temps de se renseigner. Non, dans la tête des autorités maliennes, le contingent arrive, lorsqu'on vérifie, quand on prend des renseignements, les gens disent, nous sommes des peintres, des maçons, des agriculteurs, alors que c'est ce qui est marqué sur les passeports, alors qu'ils identifient ces personnes comme étant des personnes des forces spéciales ivoiriennes. Donc à un moment donné, il se pose peut-être la question, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans cette opération-là, alors que s'ils venaient... En tout cas, c'est l'élément assez dérangeant dans cette histoire, au-delà de tout ce qu'on sait comme information à l'heure actuelle. Voilà. C'est l'élément peut-être le plus dérangeant dans cette histoire, parce qu'ils savent, on sait que c'est la 8e rotation qui se passe en ce moment. Ils ont l'habitude d'avoir cette coopération militaire. Il faudrait qu'on ait beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de précisions. Et justement, pour qu'on ait plus d'informations et de précisions, les preuves. On n'a pas les Si tu permets, moi ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment déjà d'emblée qu'on libère ces Ivoiriens, éventuellement qu'ils rentrent dans leur pays, le temps qu'on ait une enquête indépendante qui soit menée pour bien sûr éclaircir, parce que là on est sur vraiment des questionnements, on n'a pas forcément de preuves pour tout ce qui est avancé comme allégation. Bon, je pense qu'on va un peu spéculer en disant ils auraient dû. Moi je pense que là tout de suite il faut que ces Ivoiriens soient libérés. Le plus important à privilégier en ce moment, qu'une enquête soit ouverte. C'est la relation que nous avons avec le peuple malien, c'est très important, et c'est ce que le communiqué du Conseil national de sécurité a voulu amplifier et préciser. Il est important qu'on appelle au calme, il est important que cette affaire et que cet incident diplomatique n'amène pas à une escalade dans la détérioration des relations avec le peuple frère du Mali. Alors, quand on finit ça, il y a des mécanismes, il y a la CEDEAO, il y a les Nations Unies, puisque normalement ce contingent-là est censé être soumission des Nations Unies. Donc, ce qui n'est pas forcément le cas, parce qu'il semble que ce contingent est sous contrat avec la compagnie aérienne. Voilà. D'accord. Donc après, il y a des éléments factuels. Hein. Si l'armée malienne détient les armes, les faux passeports, donc je crois qu'il y a un mécanisme pour pouvoir expliquer un certain nombre de choses. Mais vous le disiez tout à l'heure, il y a un besoin de dialogue, il y a un besoin de communication. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression, et ça s'engage avec la personne qui le dit, que depuis un moment, avec toute la crise, les autorités maliennes sont un tout petit peu sur les dents, sont un tout petit peu frileuses. Oui, c'est ce que Alain disait. Voilà, parce que là, on a parlé du survol d'un avion, d'un aéronef qui avait été considéré donc comme une violation. Il y a eu l'affaire RFI et des médias que les autorités maliennes ont considéré également comme une atteinte. Et donc, après, l'ambassadeur également. Et là, il y a la Côte d'Ivoire. Donc, non, mais je pense que ce qui s'est produit dimanche est certainement l'expression côté malien de ne plus avoir de soldats ivoiriens sur leur territoire. Certainement. Et moi, je pense que la Côte d'Ivoire gagnerait à envisager son retrait du Mali.
quelles que soient les forces qui y sont, celles qui sont au sein des forces des Nations Unies, c'est bien d'avoir une volonté de participer au maintien de la paix dans le monde. Mais si cela doit mettre en danger les soldats qui représentent la Côte d'Ivoire et parfois même nos compatriotes, compte tenu du contexte, je pense qu'il faudrait envisager le retrait des forces ivoiriennes du Mali. Parce que pour les Maliens et pour une bonne partie de l'opinion malienne, voire même africaine, la Côte d'Ivoire agit avec la CEDEAO comme les bras armés de la France. Donc cette étiquette-là provoque forcément de la tension entre ce pays frère et le nôtre. Et je pense qu'il faut peut-être essayer de changer d'orientation. Mais ce qu'Alain dit n'est pas faux, mais c'est vraiment dommage, parce qu'on est quand même dans un contexte où on appelle quand même les pays africains à être solidaires, que ce soit sur le plan de la défense, sur le plan sécuritaire. Aussi, oui. C'est ça, donc c'est vraiment dommage que des pays aussi proches que le Mali aient à mettre fin à une collaboration militaire sur ces notes-là. Ce serait vraiment dommage. En tout cas, on a beaucoup de difficultés en ce moment avec nos trois pays, les trois pays voisins, que ce soit la Guinée, en termes de tension au niveau des relations ou des populations aussi. Parce que bon, les sanctions, ce ne sont pas les membres de la junte qui les subissaient, c'est surtout le peuple, les peuples de ces pays qui les subissaient, en tout cas pour le Mali par exemple. Donc forcément, il y a des ressentiments et j'espère qu'on n'ira pas dans une escalade au niveau des relations diplomatiques avec Josiane Nadou nous dit sur nos pages des réseaux sociaux que c'est une affaire assez rocambolesque. Assoin Azoumana Som nous dit, et qui vous dit que les autorités maliennes n'ont pas de preuves. Mais nous, on ne demande qu'à voir. On veut juste voir. Voilà, donc, il faut qu'une enquête indépendante soit menée. Et il faut déjà que les autorités maliennes présentent les preuves. Je crois qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme moyen de communication, pour présenter le faux passeport et tout. Mais les Ivoiriens peuvent également anticiper. Pourquoi ne pas rendre public un ou deux passeports copies, voilà, les copies des passeports des militaires. Simplement. Mais ils n'ont pas, les passeports sont en ce moment avec... Oui, il y a forcément des copies avant de se déplacer. Il y a une traçabilité. Mais Brice, tu connais aussi que quand même, les autorités maliennes ne vont pas se mettre à prendre en photo tous les passeports irréguliers. Mais lorsqu'on attrape des mercenaires, on l'a vu dans la plupart des pays, lorsqu'on attrape des mercenaires, on les expose, on expose les preuves, donc les armes qui sont saisies, mais là, également les documents administratifs qui sont saisis. En l'occurrence, on n'a pas les preuves que ce sont des mercenaires. Non, nous, on dit, mais l'armée malienne dit que ce sont des mercenaires. Non, mais une enquête devrait être menée avant qu'on puisse prononcer. C'est là où je dis que par une enquête indépendante. Alors, si moi, Rihanna, je vous accuse, par exemple... Il faut que j'ai des preuves avant d'aller à un procès. Voilà, donc je présente les preuves qui vous incriminent. Donc, vous voyez vraiment l'État malien prendre en photo chacun des passeports et publier sur les réseaux sociaux. Ça se fait. Non, pas sur les réseaux sociaux. D'accord. Ils ont une dans la télé, présenter les présumés coupables, présenter les preuves. On peut ne pas les présenter, mais un certain nombre d'éléments... Non, ça se fait dans certains pays, par exemple. On présente même un certain nombre d'éléments qui... Bon, enfin bref, en tout cas, ça rassurerait certains, ça ferait bouger les lignes. Mais on va retenir, parce qu'ils le disent, l'apport du dialogue, c'est la meilleure. Elle doit être privilégiée, surtout en ce moment. Alain propose, par exemple, qu'il y ait une mission de haut niveau, avec le ministère et du ministre de la Défense à Bamako, et puis ils reviennent avec les soldats. Plutôt que de rester dans une guerre de communication, c'est nous, c'est pas nous. Parce qu'en même temps, nous, la question qu'on s'était posée, on dit, bon, alors là, c'était pas forcément une action de mercenaires qui débarqueraient à l'aéroport avec leurs armes. Avec leurs armes, leur dispositif. Ça ressemble à une évasion. Bob Denard l'a déjà fait par le passé, et même il y a eu l'opération Barracuda, je crois en Centrafrique, il y a quelques années, où les gens venaient en plein jour, mais là, c'est des États un peu fragiles. Voilà, vous pouvez arriver en plein jour. Le dispositif était bancal. De toute façon, les termes utilisés sont juste trop. Les termes utilisés sont juste un tout petit peu. En tout cas, comme le dit l'internaute, c'est une affaire vraiment rocambolesque. Et je pense qu'on n'en a pas besoin maintenant, surtout dans le contexte dans lequel on se trouve, en tout cas pour les pays frontaliers qui sont vraiment fragilisés, et surtout avec ces pays frères et les populations de ces pays qui vivent chez nous. Et puis les relations doivent être maintenues. On voit le port d'Abidjan qui est ouvert donc, au Mali. La fourniture d'électricité, je pense que ce sont des relations quand même essentielles. Et la Côte d'Ivoire, je ne pense pas ait l'intention de mettre à mal cela. Mais il faut dialoguer, trouver une solution pour que ces otages, parce que pour moi il s'agit d'otages,
qu'il soit libéré et qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Parce que leurs familles les attendent quand même. Ouais, parce que je crois que ce qu'on lit, c'est que toujours dans la guerre de communication, le gouvernement malien qui dit que les autorités ivoiriennes n'auraient pas information de la présence donc, de ces troupes-là. Bon, après, ça a évolué avec le communiqué du Conseil national de sécurité qui reconnaît bel et bien que des soldats ivoiriens sont sur le territoire malien, mais pour telle ou telle raison. Oui, bien sûr. Une chose est on insiste encore une fois sur le fait de donner donc, une place importante au dialogue, aux échanges, donc à la communication, parce que je crois que c'est peut-être un malentendu qui a besoin d'être... Un quiproquo. Voilà, ou peut-être qu'il y a des conditions de l'État malien qui n'a pas envie de voir forcément des soldats ivoiriens sur son territoire. Oui, Sait-on jamais. voilà, il y a peut-être des dessous. Il faut régler ça. Voilà, qu'il faut régler. C'est tout pour notre petit débat ce soir. Eh bien, on reviendra sûrement sur cette affaire au cours de la semaine. On va voir comment elle va évoluer. On a juste le temps d'accueillir Mélissa Didier pour sa chronique. Que dit la loi? Il y a un jingle. Très bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mélissa, comment ça va? Mélissa. Bienvenue. Ça fait un petit moment. Un petit moment. Ça fait un bail. Mais bon. Comme dit le poète Solar, j'ai dû disparaître pour réapparaître. Magnifique. En bouche de là. Bonsoir Mélissa. Aujourd'hui, il est question d'homicide involontaire. D'homicide. Homicide. Parce qu'on va voir les deux cas. D'accord, volontaire et involontaire. Qu'est-ce que c'est? On commence par, qu'est-ce que c'est qu'un homicide? On entend dans les films, hein, il y a eu Moi, je pense homicide. que tout le monde est un peu expert. Hein. On regarde des séries, des Les films. experts, donc, justement. je vous passe le micro. Qu'est-ce que c'est que l'homicide? On peut s'essayer quand même. C'est un meurtre. Oui, on pourrait dire ça, parce que le meurtre rentre dans l'homicide. Donc, l'homicide, en fait, c'est le fait de donner la mort, en fait, D'accord. à un être humain. Donc, ensuite, on va avoir des catégories d'homicide. Et je veux juste planter un peu le décor, parce que je ne reviens pas comme ça après plusieurs numéros d'absence et parler d'homicide. C'est justement, je pense qu'on a entendu parler de l'affaire de la patronne qui aurait battu sa servante. Et cette servante-là aurait perdu la vie, malheureusement, parce qu'elle l'accusait d'avoir volé ses 100 000 francs. Oh. Donc là, la toile et les gens, ça fait grincer plusieurs personnes. Ils se posaient la question, quelles sont les conséquences que ces dames-là pourraient, les sanctions qu'elles pourraient encourir. Donc l'homicide, on l'a vu, c'est le fait de donner la mort, en fait. Maintenant, ensuite, le code pénal, il y a des catégories. Donc le code pénal, c'est l'ensemble des lois, en fait, qui régissent les actions que la société juge punissables ou réprimables. Donc, on a des catégories. On va avoir ce qu'on appelle le crime, donc c'est la catégorie la plus grave. Donc, en général, on va encourir des peines de prison de plus de 10 ans. Ensuite, on va avoir les catégories qu'on juge moins graves, qu'on appelle des délits. Donc, c'est moins de 10 ans de prison. Et ensuite, on va avoir les contraventions. Donc, ça, c'est des sanctions qui sont pécuniaires. Donc, le code pénal fait une distinction entre l'homicide volontaire et l'homicide involontaire. La première fois que j'ai entendu l'expression homicide involontaire, il y a de nombreuses années, j'étais tout jeune, je lisais quelque part dans un journal, j'étais assez jeune d'ailleurs, que quelqu'un qui était en train de nettoyer son fusil à la maison, malheureusement, une balle est partie et a malheureusement atteint sa fille, et sa fille en est décédée. Et là, on parlait d'homicide, il avait été arrêté donc pour homicide involontaire. Mais il n'a pas fait exprès. Oui, mais malheureusement, il Ouais. faut quand même être prudent. Ouais. Donc, l'homicide involontaire, c'est ça, c'est qu'il n'y avait pas l'intention. Donc, on a tué quelqu'un sans le vouloir. Ouais. Donc, il y a vraiment cette intention. Donc, c'est souvent un accident, une maladresse, un non-respect d'une obligation de sécurité. On va souvent le voir, par exemple, dans les accidents de voiture. On va souvent être accusé, si on est poursuivi, d'homicide involontaire parce qu'on a grillé un feu rouge. On n'avait pas l'intention de faucher un passager, un passant, excusez-moi. Et voilà, malheureusement, L'acte qu'on ça a posé arrive. a entraîné la mort de quelqu'un. Exactement. Donc, on ne texte pas au téléphone, on ne grille pas de feu rouge, moment de sensibilisation. Le rappel est important. Exactement. Et ensuite, on va avoir l'homicide volontaire. Donc, comme son nom l'indique, c'est qu'il y a une intention de causer la mort. Donc, c'est là où on va parler justement du meurtre. Donc, il y a une intention de causer la mort. Et on va avoir ce qu'on appelle l'assassinat qui va être prémédité. Donc, faut pas qu'on se dise, oh, juste parce que, par exemple, j'étais sous la colère, j'avais pas l'intention de le tuer. Non, l'intention peut arriver au moment où on se bagarre, par exemple. Si je prends un couteau et que je te vise en plein cœur, Oh mon Dieu. Il y a une intention. Dans ce cas, on pourrait dire que... est-ce que je peux vraiment prétendre, et ça, c'est à l'accusation de faire la preuve et à la défense de soumettre sa défense, mais est-ce que je peux prétendre réellement de ne pas avoir l'intention, que je n'avais pas Donc, au l'intention moment d'agir, Mais là, finalement, on a l'intention de tuer Mais là, la dans le personne cas, parce
il y avait peut-être l'intention. Mais sinon, dans la bagarre avec Alain, et que je le balance et qu'il tombe sur une brique et qu'il se cogne la tête, je touche du bois. Est-ce que là, il y avait intention? Là, il n'y avait pas d'intention, par exemple. Voilà, mais donc c'est une question de preuve. de preuve. Ok. Oui, parce que c'est Donc, on est d'accord que la fois où c'est pensé, où c'est prémédité, Prémédité, c'est assez facile. C'est hein, parce que préparé. si c'est vraiment préparé, la sanction est plus lourde. Oui. voilà, la Il y a sanction tout va un être plus lourde. processus, Et par exemple, pour le meurtre, on encourt entre 10 ans et 20 ans de prison. Ouais. Pour donner, par exemple. Et pour l'homicide involontaire, on peut encourir entre 3 mois à 3 ans de prison. Donc on parce voit que quelqu'un bien qui nettoie que son fusil et qui tue malheureusement sa propre fille, C'est pas la même chose. Voilà, c'est pas son intention que s'il avait. Très fait bien. volontairement. Exactement. Exactement. Maintenant, par exemple, pour revenir à mon cas, pour donner, pour sous-peser, donc ça va vraiment être à l'accusation, comme on l'a vu, parce qu'on a parlé à un moment donné de la présomption d'innocence. Donc il faut rappeler que cette dame-là, elle jouit de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'on ait prouvé qu'elle est coupable. Elle demeure innocente. Et qu'elle avait l'intention. Ensuite, il va falloir prouver Voilà, si prouver qu'elle qu'elle avait avait l'intention ou si elle n'avait pas l'intention, elle encourt quand même d'autres chefs d'accusation, comme par exemple l'homicide involontaire. Mais elle peut encourir d'autres chefs d'accusation également, hein, comme séquestration, avec menace de mort ou torture. Donc là, par exemple, s'il y a torture, elle encourt la peine à vie, la prison à vie. Ok. Si, par exemple, on est capable de prouver qu'il y avait menace et donc séquestration, menace, En fait, éventuellement c'est tout ça violence. regroupé, c'est-à-dire en plus de l'homicide volontaire ou involontaire, Donc, s'il y en avait fait, torture. l'accusation, comment ça fonctionne, c'est que l'accusation va pouvoir, en fait, établir plusieurs chefs d'accusation. Donc, plusieurs infractions. Donc, elle peut être très bien poursuivie pour homicide volontaire, pour séquestration, pour acte de torture. Et par exemple, acte de torture, elle encourt entre 5 ans à 10 ans de prison. Ok. Donc, dépendamment de ce qui va être la preuve qu'ils vont pouvoir regrouper. Donc, s'il n'y a pas entente, parce qu'il y a possibilité que l'accusation s'entende avec la défense et qu'il détermine une peine de prison et un chef d'accusation, et donc il n'y aura pas procès. Mais si jamais il y a procès, donc ça va déterminer la stratégie du procureur, ça va dépendre de la stratégie du procureur, mais il peut poursuivre pour plusieurs chefs d'accusation, dépendamment de la preuve. Donc, Parce qu'on voit souvent le juge en train de dire, pour l'accusation de crime ou de meurtre, il est déclaré non coupable. Mais pour séquestration, on le déclare coupable, ainsi de suite, en fonction des différents chefs d'accusation. Je vois bien que tu suis les experts, toi. C'est ça, exactement. Et voilà, donc c'est vraiment important et on verra en fait en fonction du déroulement. Mais je profite aussi donc pour encore sensibiliser, hein, vu que c'est mon dernier numéro avant les vacances. Ah ouais. Donc la colère est mauvaise. Non, les C'est un vacances de teasing la des télé. Excuse-moi. Donc la colère est mauvaise conseillère. Donc on ne peut pas se faire justice soi-même. Par exemple, dans le cas en espèce, si on pense que la personne a volé notre argent, on peut très bien aller à la police. Si on estime qu'on n'a pas de preuves et qu'il y a une perte de confiance, on peut mettre fin à Sa collaboration, son contrat. Ouais. Il n'y a pas lieu et on ne peut pas s'excuser sous prétexte de la colère. Et dans ce cas-là, il y a des personnes qui entendaient en fait la jeune demoiselle crier. Donc il faut aussi souligner que ces personnes-là peuvent être coupables d'omission, Non-assistance à personne en danger. Voilà, non-assistance à personne en danger. Et puis on peut encourir en 3 mois et 5 ans de prison. Donc c'est important de le rappeler. On ne peut pas non plus entendre et sentir qu'une personne pourrait être en danger. Et quand on dit non-assistance, c'est qu'on n'est pas obligé nous-mêmes d'aller porter secours, mais on peut appeler les secours. Donc on peut appeler la police. Dans le cas présent, on aurait pu appeler la police et la police aurait pu mettre fin justement. Alors moi, j'ai juste sauver la vie. une petite question, parce que sur l'homicide involontaire, est-ce que cela voudrait dire qu'on trouverait des circonstances atténuantes à la commission d'un meurtre, par exemple? Parce que c'est vrai, effectivement, souvent je suis troublé quand je lis les histoires. Je dis, bon, la personne est quand même décédée, donc est-ce qu'on trouve des circonstances atténuantes? Parce que oui, on pourrait. Le principe même de l'homicide involontaire, c'est qu'il n'y avait pas une intention, c'est que c'est souvent accidentel. Et Pardon Mélissa, c'est surtout que, je vais faire mon expert, c'est surtout qu'on a besoin souvent de prouver, dans certains cas, qu'il y a eu homicide involontaire. Que l'intention qu'il y a eu était homicide volontaire. volontaire. Donc, qui a l'intention. Donc l'intention, il faut pouvoir le prouver. Donc si à partir du moment où je ne peux pas prouver en tant que procureur qu'il y a eu intention, donc s'il n'y a pas intention, il y a quand même un homicide. Donc l'homicide involontaire va être plus facile à prouver que l'homicide volontaire parce qu'il faut que je prouve l'intention que j'avais de réellement tuer cette personne. Parce que le monsieur qui nettoie son fusil, quelqu'un peut imaginer qu'à un moment donné, il avait envie de s'en prendre à... Est-ce qu'il a voulu Et quelquefois, basculer à un moment donné? Comme je dis, Voilà, quelquefois, ça va pourquoi pas. dépendre des situations. Comme
comme pour reprendre l'exemple de la voiture, si je grille le feu rouge et que je percute quelqu'un, je n'avais pas forcément l'intention. Mais comme j'aime bien être mariée à Brice, donc disons que je suis mariée et qu'il saute toutes, Vous partez ensemble en vacances, toutes je crois. les discussions qui se font au Parlement et qui pensent déjà que le projet de loi sur la polygamie est voté Ah ben, et bon. que j'apprends qu'il a une seconde épouse ou qu'il est sur le point et qu'il traverse la rue, que je décide de griller le feu rouge. Dans ce temps-là, par exemple, dans la preuve, je vais pouvoir le procureur s'il a Mais l'histoire. de toutes les façons, même quand on n'arrive pas à prouver que l'homicide a été volontairement fait, l'homicide involontaire encourt des sanctions, Bien notamment des sûr, peines de oui. prison. c'est juste que la peine de 3 mois, prison est 3 ans. beaucoup plus faible. Oui. D'accord. Donc, comme on dit, par exemple, pour le meurtre, on va de 10 ans à 20 ans de prison, tandis que l'homicide involontaire, on va de 3 mois à 3 ans de prison. Et même dans le meurtre, il y a le meurtre avec préméditation. Voilà. Tout à fait. Ah, on en sait beaucoup plus. Hein. Franchement, chaque fois que vous passez ici, on retient quelque chose et On apprend ça nous beaucoup. on apprend beaucoup. Bon, ben, bonnes vacances, Mélissa. Merci plus. Je ne te demanderai pas où, mais je suis sûr que Non, ce je serait- serai là. Non, mais vous là. êtes C'est mariés, juste les n'oublie vacances pas. de l'antenne. Donc tu dois demander où elle va. C'est mon droit. Hein, c'est mon droit. Sinon, il y a Léo. On en discute tout à l'heure. On en discute tout à l'heure. Pour la suite, notre invité s'appelle Serge Billet, le souper du Trocadéro, comme Mandela, en tout cas quand Renaudine, avec Nelson Mandela et Aimé Césaire, on en parle juste après ce qui suit. C'est une courte pause. Merci Mélissa. C'est la deuxième partie de notre rendez-vous. Merci de suivre le Live Talk sur Live TV. Vous nous regardez sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Notre invité, on l'accueille juste après ce qui suit. Oh, quel bonheur de recevoir ce grand homme de médias, des lettres, de la culture en général. C'est un vrai bonheur de vous recevoir, M. Serge Billet, sur notre plateau. Merci, je suis content d'être là aussi. Il y a de nombreuses années, je parlais tout à l'heure de comment j'ai découvert l'homicide involontaire. Enfin, j'en ai entendu parler. Mais il y a aussi de nombreuses années où on avait l'occasion de vous suivre, de savoir ce que vous avez fait. Aujourd'hui, c'est un bonheur de vous avoir sur le plateau. Merci. Et à la faveur donc de la sortie prochaine de votre ouvrage, Le Sopé du Trocadéro, prévu donc pour le 8 septembre 2022. Votre prochain livre est un ouvrage qui relate donc, entre guillemets, là-dessous, d'une rencontre historique qui a eu lieu le 6 juin 1990 entre 3 personnalités. Alors, juste avant, présentez-nous, comme vous savez si bien le faire, le film de cette rencontre. Comment il a... Une petite précision Allez-y. d'abord. Le livre sort effectivement le 6 septembre à Paris, mais je suis venu exprès en Côte d'Ivoire pour faire une sortie en avant-première le 18 juillet pour le Mandela Day, qui est la journée Journée mondiale qui internationale. célèbre Nelson Mandela. Donc on fait une sortie exceptionnelle donc à Abidjan, et c'est pour ça que je suis venu. Si je devais attendre le 6 septembre, pour une fois, je voulais que le livre sorte d'abord en Côte d'Ivoire. Vous nous direz pourquoi. Moi, comme beaucoup de gens le savent, j'ai cheminé avec Aimé Césaire pendant 13 ans. Et dans nos rencontres, il est arrivé une fois, de façon très sibylline, de parler de sa rencontre avec Nelson Mandela. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Quelqu'un d'autre que lui aurait rencontré Mandela, se serait glorifié, aurait raconté ça partout, et lui, il n'en parlait pas. Et donc j'ai commencé à écrire d'abord un livre en 2018 sur mes rencontres avec Aimé Césaire, hein, et qui a intéressé vraiment beaucoup de gens, aussi bien en Côte d'Ivoire, en Afrique qu'aux Antilles, parce que c'était vraiment une rencontre intimiste. Je racontais les petits goûts de Césaire, tout ce qu'il aimait, tout ce qu'il faisait dans son quotidien. Je regardais les chiffres des lettres, en tout cas, je racontais tout. Et j'ai cherché les images et les photos de cette rencontre avec Mandela qui a eu lieu en 90, je ne les ai pas trouvées. Malgré ça, depuis 2018, j'ai continué à chercher et j'ai retrouvé dans le fonds présidentiel de François Mitterrand, les archives présidentielles de l'Élysée, les photos qui n'avaient jamais été publiées de cette rencontre. Et c'était une rencontre importante parce que, historiquement, c'était les 2 grands hommes de l'époque et personne, même pas aux Antilles, ne savait qu'ils s'étaient rencontrés. Parce que c'était une rencontre, un dîner secret qui a eu lieu au Trocadéro entre 12 personnes. Il y avait Wole Soyinka qui était là, il y avait Césaire. Et ce qui était important, c'était d'abord le fait que ces 2 géants se rencontrent, et puis il fallait prendre une grande décision ce soir-là, c'est que Mandela, sorti de prison 4 mois avant, demandait à ce que la France continue à maintenir les sanctions contre l'Afrique du Sud, et pour pouvoir donc faire peser sur l'Afrique du Sud le choix de pouvoir sortir enfin de l'apartheid. Et donc c'est ce soir-là que les choses se sont décidées, et Césaire et Mandela étaient là ensemble. Je tiens à préciser que M. Serge Billet est journaliste, donc en général, une question, il va répondre à 10 autres. Je suis désolé. Non, Moi, on comprend. Allez-y. Moi, j'ai une question parce que vous disiez tout à l'heure que c'était un dîner secret.
l'écriture de ce livre ne vient pas être en paradoxe avec ce que vous dites? Non, parce que ça s'est passé quand même en 1990. Et puis nous, les journalistes, on n'est pas tenus au secret. Notre boulot à nous, c'est d'aller chercher justement ce qu'on veut nous cacher, que ce soit en France, que ce soit en Martinique où je travaille, que ce soit en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on ne veut pas nous dire, c'est exactement ce qu'il faut aller chercher. Et donc là, dans le cas d'espèce, moi, je voulais absolument savoir ce qui s'était passé ce soir-là, ce qui s'était dit. Donc j'ai été fouillé dans les archives et j'ai pu reconstituer donc, le dîner et les dialogues qu'il y a eu entre les deux hommes. Alors, au-delà qu'est-ce qu'ils se sont oui. dit? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? D'abord, ce qui, moi, m'a surpris, c'est la grande admiration qu'ils avaient l'un pour l'autre. Pour Césaire, je le savais déjà, parce que l'ayant rencontré, il avait une admiration extraordinaire pour Mandela. Il disait souvent, cet homme qui est sorti de prison et qui aurait pu se dérober et ne plus servir la cause, a offert sa vie pour pouvoir donc faire en sorte que ses compatriotes soient libérés. Très, 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 très admiratif de l'attitude de Mandela. Et puis, j'ai découvert, à ce moment-là aussi, que Mandela avait une grande admiration pour Aimé Césaire, parce qu'en prison, il lisait les textes d'Aimé Césaire et en l'occurrence le cahier d'un retour au pays natal. Et ça pour moi c'était une grande découverte. Et Mandela a dit aussi, je ne suis pas le seul à lire du Césaire en prison. Steve Biko également lisait donc du Césaire donc, en prison. Et c'est ça qui les a aidés à se structurer et à faire en sorte, non seulement, oui, Steve Biko, mais aussi Thabo Mbeki lisait aussi du Césaire. Et c'est ça qui les a aidés à se structurer pour pouvoir justement mener la lutte. Est-ce qu'au-delà des documents d'archives que vous avez consultés pour l'écriture de ce livre, est-ce que vous avez pu échanger ou discuter ou avoir des entretiens avec des personnes qui auraient pu assister à cet événement? Non, des témoins de cet événement. Parce qu'il en reste plus. François Mitterrand n'est plus là. Daniel Mitterrand n'est plus là. Qu'on a vu sur les images. Wole Soyinka, que j'ai essayé de contacter, ne veut plus parler. Peter Brooks non plus. Donc Césaire, j'avais déjà donc, quelques échos de ce qu'il savait. Et après le reste, c'est le travail de journaliste, quoi. C'est d'aller piocher à droite à gauche et puis de reconstituer. Alors Serge Billet, quels étaient les enjeux de cette rencontre? Mais c'était surtout ça. C'est-à-dire que Mandela voulait absolument que la France maintienne les sanctions contre l'Afrique du Sud pour pouvoir sortir de l'apartheid. Et on savait que la France hésitait un peu. Et cette rencontre décisive entre Mitterrand, qui voyait ce grand homme, qu'il admirait lui aussi, et puis ce qu'ils se sont dit là a fait que le lendemain, François Mitterrand a annoncé à toute la presse que la France maintenait les sanctions. Est-ce qu'ils ont parlé lors de ce dîner du 6 septembre qui a été assassiné dans les rues de Paris? Oui, parce que une militante de l'ANC. On était tous à Paris à ce moment-là, on avait été choqués. Et moi, j'étais encore plus choqué parce qu'en 1986, quand je rentre à l'école de journalisme de Lille, le 6 septembre vient nous faire une conférence sur l'Afrique du Sud, à nous les étudiants. Donc naturellement, on suit ça avec beaucoup de bonheur parce que c'est une femme qui a beaucoup souffert et qui a été en prison, qui après a été déportée, est partie au Kenya, je ne sais plus au Kenya, en tout cas dans un pays africain, puis donc en Europe, et qui était la déléguée de l'ANC donc à Paris. Et une semaine ou 15 jours après la conférence qu'elle anime donc à l'école de journalisme de Lille, on apprend qu'elle était abattue. Et naturellement, oui, ils ont parlé d'elle, de 6 septembre. Et Mandela était très, très touché parce que c'est grâce à elle aussi qu'il a pu savoir quelles étaient les manœuvres françaises, notamment par rapport à la question du nucléaire. La France ne devait pas fournir un certain nombre de choses, mais continuait quand même à travailler sur le nucléaire avec... et Dulcie September l'avait dénoncé dans le journal qu'elle avait donc à l'époque. Quoi, la France fournissait aussi des armes, non? Des armes. Oui. Vous savez, dans ces moments-là, on sait très bien qu'il y a la parole publique et puis il y a les gestes en privé. D'une certaine manière, rapidement, d'une certaine manière, est-ce qu'on peut dire que cette rencontre a jeté les prémices de la nation arc-en-ciel, donc l'Afrique du Sud qu'on connaît aujourd'hui déjà? Et est-ce que vous avez l'occasion d'aller dans ce pays et quel constat vous faites? Est-ce que lorsque vous regardez cette rencontre, en tout cas au regard des documents que vous avez pu consulter et du livre que vous avez écrit, lorsque vous regardez cette rencontre historique qui a eu lieu où Mandela voulait avoir l'appui de la France pour faire blocus contre les personnes qui dirigeaient son pays à l'époque, et lorsque vous regardez l'Afrique du Sud aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette rencontre a eu un impact décisif sur cette nation? En fait, c'est d'abord le rôle de Daniel Mitterrand qu'on a complètement ignoré, qui bien avant la libération de Mandela, 5 ou 6 ans avant, elle a commencé à organiser des rencontres, d'abord à Dakar, avec des Sud-Africains blancs et des Sud-Africains noirs. Pour ceux qui ne savent pas qui est Daniel Mitterrand. Oui, la femme de François Mitterrand. Entre des Sud-Africains blancs et des Sud-Africains noirs. Elle a commencé à faire ça à Dakar. Ensuite, elle l'a fait aussi en région parisienne. Et pour la première fois, des Sud-Africains blancs et des Sud-Africains noirs se rencontraient. C'est elle qui a préparé le terrain. Et malheureusement, c'est elle qui a été C'était quoi sa motivation? Et parce que c'est une humaniste. Comme beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire on n'a pas une motivation ni financière, ni politique, ni quoi que ce soit. C'est une humaniste. Et donc, elle a mis ça en route et naturellement, son mari a récupéré ça. Et elle avait une grande audience auprès de son mari. Elle avait une grande persuasion et il a récupéré. Et donc,
Pour l'Afrique du Sud, oui, j'ai été 2 fois en Afrique du Sud, puisque j'ai eu à animer les Kora à l'époque, quand il y avait cette grande manifestation, voilà, les Kora avec Adjovi. Et j'avais d'ailleurs cherché à rencontrer Mandela cette fois-là, et malheureusement, ça n'a pas été possible parce qu'il était souffrant. C'est un pays qui est en devenir. On ne peut pas changer en l'espace de quelques années des choses qui ont été mises, souvent, je compare même à ce qui se passait aux Antilles. Vous avez aujourd'hui beaucoup de Martiniquais, beaucoup d'Antillais qui sont blessés par l'esclavage. Et ça s'est passé il y a plus de 160 ans. Et malgré ça, il y a des séquelles. La blessure est très forte. Et il y a des séquelles et il y a des rapports raciaux et sociétaux qui sont très difficiles à cause de ce qui nous imprègne par rapport à l'esclavage. Eh bien, c'est la même chose. On ne peut pas s'attendre. Parce que finalement, c'était une sorte de rencontre, au-delà de l'impact, de l'influence de Daniel Mitterrand qui a réuni, qui a organisé cette rencontre. C'était une rencontre finalement panafricaniste. Aimé Césaire, Nelson Mandela. Mais finalement, avec ce qu'on voit en Afrique du Sud, avec les violences xénophobes qui ont cours depuis de nombreuses années, est-ce que finalement, ce n'est pas un aveu d'échec de cet héritage? Il ne faut pas voir les choses à court terme. À court terme, ça peut être un échec. Regardez, je vais prendre un exemple que nous connaissons bien, Félix Houphouët-Boigny. Quand Félix Houphouët-Boigny décide de tendre la main à l'Afrique du Sud, vous avez vu le tollé que ça a fait en Côte d'Ivoire, et vous avez vu le tollé que ça a fait en Afrique. Mais comment est-ce qu'il peut dialoguer avec ces gens-là qui ont mis en place l'apartheid? Et beaucoup de gens se sont offusqués. Au final, le temps lui a donné raison, puisque les gens ont dialogué, ils ont fini par dialoguer. Et Houphouët-Boigny était quasiment seul, il s'est même fait engueuler, si on peut dire, par d'autres présidents africains, notamment le président guinéen, qui a dit que c'était un vendu. Donc, les choses ne vont pas aussi vite que l'on souhaiterait, parce que nous voulons toujours que les choses se règlent aussi vite qu'on va sur nos machines Internet. Il faut du temps. Pour l'instant, c'est un échec, mais c'est un échec qui doit se mesurer donc sur le temps. Quelle position il occupait, Réal, je viens à vous dans 30 secondes, juste quelle position il occupait Mandela lorsqu'il sortait, lorsqu'il participait à cette rencontre? Parce que déjà, est-ce qu'il avait des ambitions présidentielles? Il était le vice-président de l'ANC. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup touché quand j'ai relu un peu tout ce qu'il a fait, c'est que Mandela se mettait au service de l'ANC. Il ne disait pas, il est sorti de prison, il était le vice-président de l'ANC, c'était pas lui le président de l'ANC. Et donc, il s'est mis au service de l'ANC, qui, voyant que c'était l'homme le plus populaire au sein du mouvement, l'homme le plus charismatique aussi, a dit, vas-y, c'est toi qui vas faire la tournée et qui va essayer de sensibiliser l'Europe pour qu'il maintienne les sanctions. Donc, c'était pas anodin. Mais le monsieur était quand même très âgé. Malgré ça, il l'a fait. Donc, il avait une position qui était une position d'humilité. Je suis au service de mon mouvement. Il aurait pu sortir de prison et puis dire, je prends la tête du mouvement, je me présente aux élections. Non, il n'a pas il n'y a pas de coup d'État chez eux. Et quand on entend tout ça, on s'accorde bien pour dire que c'était une rencontre de haut niveau et tout ça. Mais revenons un peu sur ce qui a rendu possible cette rencontre. À quel moment on décide de cette rencontre? Qui prend l'initiative de la rencontre? Quel facilitateur aussi? Moi, ce que je retrouve dans les archives et les télégrammes entre les chancelleries, c'est que avant la sortie de Mandela, et ça c'est ça qui est extraordinaire, il reçoit 2 lettres, une de François Mitterrand, une de Daniel Rocard, pour le féliciter de sa libération, alors qu'il n'est même pas encore libéré. Il le reçoit 2 jours avant. 2 jours avant sa libération. Donc ça veut dire que la France était totalement en accord avec l'Afrique du Sud et était informée de tout ce qui se passait par rapport à Mandela. Et donc, quand Mandela sort de prison, il va voir l'ambassadeur de France et il dit qu'il va aller en France. Donc c'est lui qui d'abord manifeste son désir de venir en France par rapport à une invitation que Mitterrand lui avait lancée en disant « Si vous souhaitez venir, nous sommes prêts à vous accueillir ». Et donc c'est à partir de là que tout se déroule. Jean-Christophe Mitterrand, le fils de François Mitterrand, qui est chargé des affaires africaines à l'époque à l'Élysée, c'est lui qui goupille tout et qui réalise, en accord avec sa mère, la partie qui va concerner la politique et la partie qui va concerner l'humanitaire, donc avec la Fondation France Liberté de Daniel Mitterrand. Serge Billet, on vous garde 30 secondes, on va à la pub et on revient. D'accord. Deuxième partie de notre entretien avec notre invité ce soir, Monsieur Serge Billet. Il est journaliste, écrivain, il est compositeur et à la fin de cet entretien, on aura l'occasion de vous faire écouter quelque chose de génial qui a été composé pour la Côte d'Ivoire à une époque très difficile pour le pays. Mais il y a des personnes qui ont pensé, vous utilisez le jeu de mots, qui ont pensé les plaies de la Côte d'Ivoire. Et vous en faites partie avec notre monsieur sur ce plateau, Monsieur Alain Toussaint. Justement, vous avez la parole, monsieur. Oui, alors Serge Billet, cette rencontre intervient quand même
dans une période que je dirais, que je qualifierais de période enchantée en France, avec le président Mitterrand et ce vent d'antiracisme qui soufflait sous la France, avec SOS Racisme et toutes les organisations, Daniel Mitterrand qui était aux côtés des immigrés et autres. Aujourd'hui, quel regard jetez-vous sur la France? Ah là là. 20 ans ou 30 ans après, on a l'impression que ce pays qui était humaniste a subitement changé de visage. pays des Lumières. La même chose se produirait aujourd'hui. Je suis sûr qu'un Mandela croupira en prison et personne ne se leverait pour lui. Bien sûr. C'est terrible parce que la France a changé de visage et c'est pas la France que moi j'ai connue quand je suis parti en 1973. On était tout petits quand on partait à l'époque là-bas. Vous savez, les familles ivoiriennes qui avaient de l'argent, voyaient tous leurs enfants faire des études en France et moi j'ai débarqué à Poitiers. C'était à Neuilly d'ailleurs. Voilà, Neuilly. Et moi j'ai débarqué à Poitiers, ce qui est une ville modeste du centre de la France. Et puis bon, c'était vraiment, on était accueillis vraiment extraordinaire. Bon, bien sûr, il y avait des gens qui vous regardaient à la fenêtre parce que vous étiez noir, mais quand vous regardez bien, ça a toujours été comme ça. Moi qui ai travaillé sur le Moyen-Âge africain, on voit que par exemple au XVIIe siècle, les premiers blancs qui arrivent, en tout cas les blancs qui arrivent aussi en Afrique, on a des témoignages là-dessus, mais les femmes noires leur touchent la peau pour savoir si ça déteint pas. Donc c'était pas du racisme, c'était juste La curiosité. La curiosité. curiosité. Et donc c'est comme ça, Mauvaise on était bien accueillis. Aujourd'hui, c'est vrai, la France d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle qu'on a connue. C'est dommage parce que c'est un pays qui a un bon fond, mais la politique, quelquefois, donc, prend le pas sur tout le reste. Et ce qui, moi, me gêne, c'est que ça contamine même des départements comme les nôtres. Quand vous voyez qu'aux Antilles, on a voté pour Marine Le Pen à une très, très forte majorité, oui. ça fait un peu peur. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de digue. Donc, voilà. Mais, quelquefois, des mouvements comme ça aussi peuvent être des mouvements cycliques. Des peuples, quelquefois, se perdent un tout petit peu, puis après se rattrapent. Moi, j'ai assez confiance aussi. Moi, je voudrais revenir rapidement, puisqu'il a parlé de vos ouvrages, sur votre bibliographie. Je trouve que vous mettez beaucoup l'accent sur le fait de pouvoir permettre aux Africains de comprendre leur histoire et de surtout d'être, leur identité et surtout d'en être fiers. Et on le remarque, j'ai lu quand les Noirs avaient des esclaves blancs, j'ai trouvé très bien. J'ai lu également Mes années où Foué vous racontait un peu la vie, l'histoire politique de notre pays. Ça m'a permis même de comprendre cette histoire politique. Mais pourquoi on ne retrouve pas ce type d'ouvrage dans nos écoles, dans nos systèmes éducatifs. Au programme. Surtout, par exemple, cet ouvrage « Quand les Noirs avaient des esclaves blancs ». Parce que ça raconte quand même, vous avez parlé de Moyen-Âge africain, ça raconte au Moyen-Âge africain. J'ai beaucoup d'admiration et de dommage. sympathie pour l'actuelle ministre de l'Éducation. Je trouve qu'elle fait un travail exemplaire, même si ce n'est pas facile dans un contexte où on le sait, le BEPC, les résultats sont catastrophiques. Mais bon, voilà, elle fait un travail. Mais il n'en reste pas moins qu'au niveau de l'éducation nationale, il y a un problème pour les manuels scolaires. Et ce problème-là aussi touche les auteurs, les intellectuels qui travaillent pour le pays et qui essaient d'écrire un livre. J'ai eu toutes les peines du monde à faire rentrer un de mes livres au programme scolaire, qui est le livre Boni, et qui raconte l'histoire de ces peuples Agni et Baoulé qui sont partis en déportation. J'avais fait venir quelques-uns pour ceux qui s'en souviennent. Mais il y a d'autres livres, effectivement, quand les Noirs et les esclaves blancs sur les empires soudanais, Ghana, Mali, Songhai. Voilà, donc qui sont passés à l'as. Un livre aussi, un portrait non mais c'est vrai, un portrait assez intimiste de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, dont on n'a jamais écrit sur elle, et l'histoire dont tout le monde parle aujourd'hui maintenant, de sa love affair avec Nelson Mandela. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des choses qui intéressent le public ivoirien. C'est non seulement l'histoire de notre pays, l'histoire de notre continent, mais pour faire rentrer tout ça au programme scolaire, c'est la croix et la bannière. Voilà. Je n'ai pas passé mon temps à venir quémander, lécher les bottes, ou bien, voilà, c'est pas mon genre. S'ils veulent, les livres sont là. S'ils ne veulent pas, on continue. Je raconte toujours cette histoire assez extraordinaire. En 1993, je viens à Abidjan et je vois la direction de l'RTI. Je dis, voilà, j'ai un projet, je vais tourner un film, un documentaire sur les Noirs qui ont été déportés dans les camps de concentration. On n'en parle jamais. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des Noirs aussi, des Africains et des Antillais qui ont été envoyés dans les camps de concentration. Pas les camps de prisonniers, les camps de concentration. Et il y avait notamment un Ivoirien qui s'appelait Yao Hus, qui venait de Grand-Bassam et qui s'est retrouvé dans ces camps-là. Donc la RTI me dit, oui, mais pourquoi pas, on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire. Et ils ont accepté de financer la moitié donc, du projet, je finançais l'autre. Quand j'ai fini mon film en 94, j'étais venu en 93, en 94, je viens leur apporter la bande pour que maintenant vous pouvez la diffuser donc à la RTI, puisque vous êtes coproducteur. Ils n'ont pas voulu diffuser, pourquoi? Ils avaient peur de faire de la peine à l'ambassadeur de France, à l'ambassadeur d'Allemagne, et je ne sais plus à quel autre ambassadeur. Ils n'ont pas diffusé. Il a fallu attendre de 94, je vous dis bien, à 2005, le succès planétaire de mon livre Noir dans les camps nazis, ils ont dit, ah, si les Français ont validé,
Eh bien, nous aussi, maintenant, on va diffuser. Et c'est comme ça qu'ils ont Ils ont diffusé. diffusé. C'est triste. bon, enfin. Non, mais Heureusement. Non, mais je dis ça, j'explique les choses. Mais non, mais c'est Voilà. des faits, c'est des Voilà. faits. C'est des Voilà. C'est parce que nous c'est sommes bon à comme ça. savoir. Nous avons un complexe. Tant que le blanc n'a pas légitimé le travail du noir, eh ben, on ne lui donne pas quitus. C'est pour ça qu'on a la FTV. Mais il faut dire les choses. Mais Dis les choses. Vous me connaissez, Je n'avais pas la voilà. langue dans la bouche. Alors, justement, il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé hein, sur le plateau qui fait partie justement de ce dîner, c'est Renaud. Oui, Oui, Renaud. c'est la question que j'allais lui poser. Le chanteur Renaud. Et ça nous permet de faire donc la. Oui, voilà. Mais en fait, ce livre fait partie d'un triptyque. Il y avait 3 livres. Il y avait Dans les jardins secrets d'Aimé Césaire, que j'ai publié en 2018. L'an dernier, un livre qui a aussi eu une importance sur les années yéyé en Côte d'Ivoire et en Afrique, s'appelait Johnny Hallyday, répète si t'as des couilles. Et là, justement, j'ai récupéré tous les témoignages des gens africains qui vivent encore, qui ont raconté comment étaient les années yéyé ici. Mais c'est extraordinaire pour la jeune génération. Il était venu à Abidjan, d'ailleurs. non? Oui, il y a beaucoup de choses à... Oui, j'ai raconté comment est-ce qu'il a failli se boxer avec George Benson dans la cour de la télévision. Parce que le jour La où... même été. Attends, il va raconter. Parce que le jour où mon Belle père... anecdote. Le jour où mon père devait recevoir Johnny Hallyday, il était prévu que Johnny chante sur le plateau de l'RTI. Et quand Johnny arrive, lui, il n'est pas au courant. Les organisateurs avaient conclu cela avec mon père et avec George Benson. Mais Johnny n'était pas au courant. Donc quand George Benson va le chercher, il dit « Mais dites-moi quel son on va mettre pour que vous puissiez chanter en playback ?» Johnny dit « Mais moi, je ne chante pas, je ne suis pas au courant. » George Benson commence à s'énerver, il dit « Mais vous êtes malhonnête » en parlant de l'organisateur qui était là et qui avait conclu ça avec eux. Johnny prend ça pour lui et il s'apprête à le frapper lorsque les gens de la RTI donc, se jettent sur lui pour pouvoir les séparer. Alors vous imaginez, s'il avait frappé Johnny, le concert du soir aurait été... Oui, alors, Serge, votre père était le directeur de la... Mon père était le présentateur vedette de l'époque. Oui, c'est ça. Hein, et donc c'était la star de l'époque. Hein, c'est lui qui a couvé les George Benson. Il était donc avec tous ceux qu'on a connus qui faisaient fauteuil blanc, comment il s'appelle Ben Soumaro. Ben Soumaro et tous les autres. Et donc, mon père était la star de l'époque et c'est lui qui a reçu donc, Johnny Hallyday. Il était un peu malheureux parce que justement, ce jour-là, il voulait que Johnny chante sur le plateau et Johnny n'a pas chanté. Et on a failli tabasser Johnny. Et donc, je disais, donc, c'était donc, c'était le deuxième livre et donc, qui racontait les années yéyé en Côte d'Ivoire, donc naturellement au fil de mes rencontres et tout ça. Et puis après, la suite, c'est ça, le souper du Trocadéro. Et le fil rouge, cette fois-ci, ce n'est pas le chanteur, c'est pas Johnny, mais c'est Renaud. Parce que Renaud était la pièce étonnante qui s'est retrouvée au milieu de ce dîner-là. Ah oui, parce que j'ai regardé Aimé Césaire qui lutte pour les droits des Noirs. Parce que Renaud oui, était Renaud. quelqu'un qui était très engagé Mais contre c'est aussi l'apartheid. l'icône des années Oui, on oublie ça. antiracistes. Très engagé contre l'apartheid. Et moi, je me souviens que nous, qui étions des jeunes étudiants à Poitiers, c'était quelqu'un qui nous inspirait, parce que moi, j'étais aussi engagé pour les droits de l'homme. Je militais pour un prisonnier au Cuba qui s'appelait Armando Valaderej. Je militais aussi pour la réparation, en tout cas pour que justice soit rendue à Victor Jara qui avait été assassiné au Chili. Voilà, on était tous engagés dans ça. Et Renaud était un peu le fer de lance. Donc les étudiants comme nous, c'était quelqu'un qui nous inspirait. Et là, il s'est retrouvé invité par François Mitterrand, justement, au nom de son engagement contre l'apartheid. Alors, Moi, je suis curieuse quand même quand j'entends toutes ces histoires qui viennent justement du sujet qu'on est en train d'aborder, qui est ce livre, donc le souper du Trocadéro. Aujourd'hui, on se félicite, on vous félicite d'avoir écrit ce livre, d'avoir fait ces recherches et tout ça, mais qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui a motivé toute la détermination à rechercher toutes ces informations finalement? Est-ce que c'est seulement en regardant Aimé Césaire quand il en a parlé? J'ai toujours dit, je répète, je suis un enfant qui est parti à l'âge de 13 ans de la Côte d'Ivoire, mais je n'ai jamais perdu ni le contact, ni les racines. Ça, c'est très important. Et où que l'on soit, on dit toujours que nos racines sont sous nos pieds. Et puis, en 1993, on me demande d'aller présenter le journal télévisé. Je présentais le journal télévisé donc en France, à l'époque, pour RFO. On me demande d'aller présenter le journal télévisé en Guyane. Et en Guyane, quand j'arrive, mes collègues me disent « Mais toi, tu es africain. On peut te dire qu'il y a des Africains qui vivent dans la brousse là-bas et qui sont d'origine dahoméenne. » J'ai dit « Ah ben si, moi, de ce genre de choses, ça a tilté. » J'ai pris donc d'abord un taxico sur 200 km. Taxico, c'est un espèce de baka sur 200 km. Après, je prends la pirogue sur 2 heures. Pirogue, fleuve, Caïman et tout ça, mais bon, qu'importe. Et puis, j'arrive dans un village qui s'appelle Apatou. Et là, je suis scié. C'est-à-dire que ce n'était plus la Guyane telle que je la connaissais, dans le modernisme, mais un vrai village africain. Donc, je vais discuter avec eux. Et ils me disent, bon, voilà, qu'il y en a qui s'appellent Kwaku, d'autres s'appellent Kwame, d'autres s'appellent Kofi, d'autres s'appellent Afiba. Je dis, mais attendez, vous plaisantez ou quoi? Donc là, c'est comme ça que je découvre en direct que beaucoup d'entre eux sont d'origine ivoirienne. Donc à partir de là, je commence à faire mon travail, je retourne aux archives, je complète tout cela par des connaissances. J'organise le voyage retour en 94 pour un groupe de Bonny. Et là, je commence naturellement à avoir une vocation
pour travailler sur ces histoires-là. Je dis, ce n'est pas normal que nous ne connaissions pas ces histoires de gens qui nous concernent. Ce n'est pas normal qu'on attende que ce soit des Européens qui le fassent. Il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Naturellement, on m'avait promis à l'époque, en 1994, « Ah ben oui, ce que vous avez fait, c'est formidable, on va vous aider au niveau du gouvernement. » J'attends toujours, ça fait quand même quelques années. 30 ans bientôt. Et donc, Et oui, le 30 ans, mais bon. gouvernement, Oui, de l'époque, mais bon, c'est je suis habitué. Et puis donc, je me suis dit, bon, l'argent que j'ai, même si ce n'est pas essentiel, je prends l'argent de mon salaire de journaliste, des droits d'auteur que je récupère aussi un peu en tant que compositeur. J'ai fait des chansons qui ont été des succès. Et puis j'investis tout ça pour faire de la recherche. Donc j'ai fait un premier livre, un deuxième, un troisième, et je suis maintenant presque à 28. Voilà. On parle de cette chanson, justement, on termine l'émission. Voilà. Et, donc on parle d'une chanson. À un moment, la Côte d'Ivoire connaît une crise et vous réunissez donc un compositeur. Donc vous réunissez des artistes. On est en et, 2002. 2002. En 2002. Ça s'est passé Non, tout non. simple. Bon, il y a eu effectivement La crise de 2002. cette rébellion qui nous a tous marqués. Et qu'on soit ici sur place ou là-bas, et quelquefois même quand on est là-bas, on est encore plus inquiet parce qu'on est inquiet pour nos parents. Et donc ce soir-là, je présente le journal, et à la fin du journal, je dis non, il faut que je fasse quelque chose parce que c'est quand même mon pays, ce sont mes compatriotes, et je ne peux pas les laisser comme ça, même si je ne peux pas être à côté d'eux. Et habituellement, quand j'écris mes chansons, j'écris tout seul, mes textes et ma musique. Et là, j'avais peur d'être submergé par l'émotion. J'appelle mon copain Éric Virgal, qui est mon voisin, et puis je dis, écoute, Éric, on va faire quelque chose, prépare-moi une musique, et puis je vais mettre un texte dessus. Donc Éric me dit, il n'y a pas de problème, il rentre chez lui. Le lendemain matin, à 6 h, il m'appelle, il dit, voilà la musique. Moi, j'écris le texte en une journée, et là, je commence à appeler les copains. Jocelyne Béroir, Jean-Philippe Martelly, voilà. Et Alain me dit, je dis Alain, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Alain m'a dit, je vais t'aider. Et Alain m'a dit, voilà, je paye le studio, je paye ceci, je paye cela. Voilà. Et c'est comme ça. Vous faites ça, Alain? Mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. La main sur le cœur. Donc moi, j'ai appelé les copains. Et lui, il a amené le pognon. Et puis voilà. Et puis on a fait le truc comme ça. Et ça donnait l'extrait de ce qu'on va écouter là. Je dis juste une chose, parce que c'est bien de rendre à César ce qui appartient à César. C'est Éric Virgal là qu'on retrouve. Là, on a la voix de Jocelyne Béroir, Éric On a Virgal, Leila Chico, Leila Chico, de Sonia Nabil, Dersion. oui. Sonia Dersion. Toutes les stars du zoo Oui, que- toutes les stars du sont zoo. mobilisées. Et Et Tania ils qui est m'ont dit oui partie. tout de suite. Et c'est Oui. ça qui est important. Et Jocelyne, ce qui m'a plu chez Jocelyne, c'est que Jocelyne, en principe, elle chante toujours en créole. Elle m'a dit, pour toi, Serge, la je vais chanter première je fois vais chanter en français. qu'on entend- Et Voilà. Tania qui Et- est partie au moment où on devait lancer le... Oui, voilà. Et l'album. puis Edith Lefel. Edith Lefel qui est Oui, décédée. pardon, Edith Edith Lefel, Et pardon. Edith Lefel qui nous a... Voilà. Mais en tout cas, bon, c'était vraiment une aventure extraordinaire. Et c'était bien pour nous d'être solidaires justement de la Côte d'Ivoire à ce moment-là, parce que, vous savez, quand on est loin, c'est dur. C'est Et dur. quand on écoutait cette chanson, on se disait, quand on disait je ne te reconnais pas, c'est pas toi, on s'était dit on a besoin de sauver cette Côte d'Ivoire-là. Et Exactement. heureusement, nous sommes là. Le souper du Trocadéro, quand Renaud dîne avec Nelson Mandela et Aimé Césaire, on l'a dit en avant-première. Dédicace le 16 juillet, donc samedi prochain, samedi qui vient, à la FNAC de Cap-Nord. Voilà, je vais dédicacer de 10 h à 18 h. Donc pour ceux qui veulent venir, ils l'auront en avant-première. Et après, il y aura la cérémonie le 18 juillet, donc au district d'Abidjan, à 18 h, pour pouvoir donc présenter le livre au public et répondre aux questions donc, de ceux qui seront là. Et celles et ceux qui sont là. Serge Billet, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie ce soir. Merci à toutes nos équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme. Merci Anna, merci Alain. Merci. Brice. Merci. On parle un peu de pognon après l'émission. La banque. J'aurais peut-être pas dû. Merci Madame Bleu. Merci. Rendez-vous demain sur ce même plateau-là. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.